Bonjour Olivia Grégoire. Bonjour. Vous êtes députée de La République En Marche, députée de Paris. Vous êtes la porte-parole de La République En Marche. Et c'est demain, jeudi, que le Conseil constitutionnel va se prononcer sur la loi Pacte. Vous avez présidé la commission spéciale qui a travaillé sur cette loi Pacte à l'Assemblée. Quel est le risque aujourd'hui ? Le risque, en réalité, sur la loi Pacte, il n'y en a pas vraiment. On est toujours en attente, quand on est parlementaire, de l'avis du Conseil constitutionnel qui a été saisi sur un certain nombre de mesures et d'articles. Mais je suis confiante et j'ai pas mal d'espoir dans la capacité du Conseil constitutionnel demain à valider la loi Pacte, indépendamment de cette affaire de RIP ADP qui a été validée la semaine dernière. Référendum sur Aéroport de Paris. Oui. Il y a donc un risque, c'est que, si j'ose dire, le Conseil constitutionnel valide la privatisation d'Aéroport de Paris, qui est dans la loi Pacte, alors qu'il a validé la procédure de contestation de cette privatisation. Comment on en sort ? On en sort en fait avec une réalité qui est le temps. Nous sommes aujourd'hui sur ce référendum d'initiative partagée. Nous sommes maintenant engagés sur une procédure qui va prendre à peu près 9 mois. 9 mois durant lesquels les oppositions vont essayer de collecter pas moins de 4,7 millions de signatures. Attention, ce n'est pas une pétition qu'on signe sur un marché. Il s'agit d'une pétition assez réglementée, mise sur le site du ministère de l'Intérieur. Comment ça va se passer ? Il faudra venir avec des papiers d'identité, montrer qu'on est inscrit sur les listes électorales. Il y a tout un dispositif. Voter dans un local mis à disposition par le ministère ou la préfecture. On pourra le faire en ligne aussi, mais avec effectivement ces outils, ces cartes d'identité, avec un certain nombre de cases à remplir. Avec sa carte électorale ? Je suis en attente. Aujourd'hui, le Conseil constitutionnel, en fait, depuis la décision de la semaine dernière, a un mois pour expliquer comment et quand cette procédure va être mise en œuvre avec le ministère de l'Intérieur. Je suis donc à l'écoute de ce qui va se passer. Il ne vous aura pas échappé qu'on est sur une première. Ça n'a jamais été aujourd'hui appliqué. Donc, on se laisse quelques semaines pour voir comment le Conseil constitutionnel va mettre cela en œuvre. Mais vous savez, je ne suis pas la seule à l'avoir dit. De grands constitutionnalistes l'ont dit en écho. Moi, je suis très favorable au référendum d'initiative partagée. Je suis même très favorable à la simplification que souhaite le président. Je souhaite en revanche qu'on soit franc avec les Français et qu'on explique aussi que là, ça relève plus d'une forme de manipulation, une forme de tactique politicienne qui est de bonne aloi. Des oppositions qui ont quand même saisi... Celle de la droite et de la gauche qui ont saisi ensemble on va dire le Conseil, c'est ça ? De partis d'opposition qui, excepté s'opposer à la privatisation d'ADP, en réalité n'ont rien en commun. Je veux dire, voir Gilles Carrez à côté des communistes et de GDR, c'est assez déstabilisant. Un des membres dirigeants des Républicains. Oui. Bon. Et je pense aussi déstabilisant. Mais non, c'est assez baroque. Au-delà de ces épisodes purement politiciens ou politiques, pour être aimable, est-ce que le Conseil constitutionnel a eu tort de bloquer un processus que la loi est en train d'accepter probablement? Chacun dans son rôle. Je suis député, parlementaire, et le Conseil constitutionnel donne son avis. Mais les profs de droit disent il a eu tort, vous pouvez dire aussi il a eu tort, non? Les profs de droit sont profs de droit, moi je suis parlementaire, chacun dans son rôle. Je suis dans le législatif, je ne suis pas dans l'exécutif ou le judiciaire, donc je ne donne pas mon point de vue. Aujourd'hui, on a pris acte. Depuis la crise des Gilets jaunes, je vous ai entendu dire que vous étiez favorable au référendum, en particulier sur le plan local. Vous n'avez pas été trop loin, vous et d'autres, dans cette acceptation de ce recours au référendum? Je crois pas. Je crois que le référendum est une bonne initiative. On ne peut pas, après les Gilets jaunes, faire comme si ça n'était pas une requête forte et quelque part légitime des Français en 2019. Ce que je pense, c'est qu'on doit être vigilant sur une chose. J'ai beaucoup vu aussi, depuis plusieurs mois, l'antiparlementarisme, un antiparlementarisme assez véhément, regagner des forces. Et je pense qu'il ne faut pas que ce type de dispositif de démocratie directe rentre en compétition avec le travail du Parlement et la démocratie représentative. Saisir le Conseil constitutionnel la veille de la promulgation de la loi Pacte est une façon très claire de mettre en concurrence la démocratie directe et la démocratie représentative. Et je pense qu'on a tous, les parlementaires de toutes les oppositions et de la majorité, potentiellement à y perdre. Et donc, même si vous ne le dites pas, vous considérez que le Conseil constitutionnel, s'il n'a eu tort, en tout cas, a au moins pris un risque? Il a fait une interprétation à laquelle on ne s'attendait pas forcément. Aujourd'hui, on prend note et on va voir comment ça se déroule. Comment on en sort? Il faut attendre, c'est ce que vous me dites. 9 mois, il faut attendre, et ensuite ce sera 6 mois pour que la proposition de loi d'ordre référendaire soit inscrite aux agendas du Parlement, c'est-à-dire le Sénat et l'Assemblée. Je précise que ces assemblées n'ont pas vocation, ne doivent pas valider la proposition de loi référendaire, mais l'examiner.
j'ai bon espoir dans le président de l'Assemblée, si on arrivait jusque-là, de pouvoir inscrire aussi au Sénat cette proposition de loi. Ce qui veut dire clairement que ce référendum, selon vous, n'aura jamais lieu. Ce qui veut dire qu'on rentre surtout dans 15 mois de pause. Mais est-ce que ce référendum aura lieu? Il peut si les deux assemblées, Assemblée nationale et Sénat, examinent la loi, non pas la votent, l'examinent, la procédure référendaire devient caduque. Est-ce que ce référendum aura lieu un jour? En toute logique, si on suit ce que vous venez de dire, il y a assez peu de chances. Vous comprendrez que je laisse quand même la procédure se mener tranquillement et que je ne présage pas de sa finalité à J-15 mois. Dans l'actualité, il y a l'attractivité de la France vis-à-vis des investissements étrangers. Mais justement, cette attractivité, ce matin, elle pose question. British Steel est candidate pour reprendre la scierie d'Ascoval. Et on comprend que British Steel, capitaux étrangers, attirés par la France, est en grande difficulté. Ce n'est pas une chimère, cette histoire des investissements étrangers en France? Je ne crois pas que ce soit une chimère. Je crois que ces chiffres de l'attractivité dont vous parlez, le fait que la France soit rentrée dans le top 5 des pays les plus attractifs au monde, et surtout le résultat d'une politique économique cohérente et riche depuis 2 ans. En matière de fiscalité du capital, en matière de baisse d'un certain nombre de prélèvements obligatoires, en matière de lutte contre le chômage, on a énormément travaillé. On a des chiffres qui sont plutôt encourageants en termes de compétitivité. Ça n'est d'ailleurs pas la première année que ces chiffres sont encourageants en matière d'attractivité. La France, au niveau européen, est aujourd'hui au top en matière d'investissement. Oui. Je pense donc qu'on a mené et on a donné des signaux de confiance qui font que des investisseurs étrangers viennent aujourd'hui investir en France. C'est une question de confiance, et vous le savez bien à l'opinion, c'est aussi une question d'écosystème, d'état d'esprit. C'est le fruit de 18-24 mois de politique fiscale aussi. Avec tout ce que ça comporte comme acceptation de la mondialisation. Oui, et d'adaptation aussi aux réalités du monde, oui. Et donc, porte ouverte. Vigilance et ouverture. Ce qui peut donner British Steel. Vigilance en premier, ouverture, donc tout est possible, mais de la vigilance, et je pense qu'on sera vigilant. Je salue aussi, je le dis, la détermination de Bruno Le Maire et d'Agnès Pannier-Runacher sur ce dossier qu'on pour ne pas lâcher Ascoval. Ils ont fait un très gros boulot. Nous sommes en campagne électorale pour les européennes. Il nous reste une dizaine de jours avant le vote. Elisabeth Guigou, ce matin dans les colonnes de l'opinion, déclare qu'elle votera pour Emmanuel Macron, pour la liste Renaissance, La République En Marche. Ça vous fait quoi de vous retrouver au fond côte à côte, non pas sur la liste, mais politiquement, avec Elisabeth Guigou, ex-ministre de François Mitterrand, une de vos adversaires politiques historiques? Ça vous fait quoi? Il y a Elisabeth... D'abord, il y a Elisabeth Guigou, dont j'ai lu l'intervention dans l'opinion et qui a un choix assez clair et qui explique les raisons de son choix. Il y a aussi, il y a quelques jours, Jean-Pierre Raffarin, lundi soir, qui actait de son soutien. J'ai lu aussi des interventions d'Alain Lamassoure il y a quelques heures. Bon, moi, ça me fait quoi? Ça me fait que je remarque que tous ceux qui sont plutôt en faveur d'une Europe ambitieuse, qui ont un projet et qui veulent une Europe qui soit à la fois ouverte mais pas naïve, nous rejoignent. Je pense qu'on a besoin de toutes les forces dans le contexte actuel. Je pense que c'est une bonne nouvelle et je suis toujours ravi quand des femmes comme Elisabeth Guigou, qui, allez, qu'on soit de droite ou de gauche, ont quand même une expérience politique certaine, rejoignent une liste comme Renaissance. Je pense qu'on a besoin de tous les soutiens pour démontrer que notre projet est en fait ni de droite ni de gauche, mais résolument un projet pour l'Europe. Toujours deuxième dans beaucoup de sondages, cette liste de la République. Oui, alors ça, je voulais vraiment vous dire une chose parce que j'aime beaucoup, moi, les études et les sondages. Je ne pense pas qu'on puisse véritablement, sur ces enjeux européens, lire les sondages comme une réalité absolue. Je voudrais juste qu'on tienne la mesure de l'abstention. Vous savez, quand on fait des études, l'abstention est un item très important et floute et met à mal, pas mal, des échantillons dits traditionnels. Et là, il y aura 55-60% d'abstention. Je les prends avec énormément de pincettes. Je rappelle qu'en 2014, l'abstention, notamment chez les jeunes, était à plus de 70%. Donc, je regarde ces études avec vigilance. Mais ce que je regarde surtout, c'est notre capacité à être sur le terrain tous les jours de marché, les jours de semaine, et à convaincre sur notre projet, plus qu'à convaincre contre le Rassemblement national, à convaincre sur notre projet. Et non pas contre la droite Trocadéro. Je veux dire, ni contre la droite Trocadéro, ni dans un duel... Qui a pourtant été attaqué par Édouard Philippe assez durement. Oui, mais c'est légitime, je veux dire, ça fait maintenant plusieurs mois qu'Édouard Philippe encaisse aussi un certain nombre de coups de tous bords d'ailleurs, avec une certaine
capacité. Je pense qu'il faut arrêter de nous faire prendre des vessies pour des lanternes. Si la liste de droite et des Républicains était aussi forte que ça et qu'elle rassemblait l'entièreté de la droite, on serait à 20 et non à 14. Moi, je vais vous dire, il reste 15 jours. Je vais passer 15 jours à essayer de parler de ce qu'on propose plutôt que des autres. Il reste 12 jours. Ouais. Bon courage. On en a. Merci beaucoup. On en a. Merci.